Hello, les mangeurs de livres. Comme promis, je reviens sur les ondes pour un petit podcast de mangeage de bouquins. Alors, pour ceux qui ont vu ma super bande-annonce sur YouTube, je vais vous parler de Mésopotamia, un livre d'Olivier Guèze. Alors, c'était pas prévu que je dise ce livre, et en fait, je suis tombé dessus par hasard et le titre m'a attiré, et je me suis rendu compte que c'était une énième biographie sur Gertrude Bell. Et pour ceux qui sont assidus de mon podcast, pour ceux qui le suivent, peut-être vous rappelez-vous que j'ai déjà fait un podcast sur Gertrude Bell, qui se nommait tout simplement Gertrude Bell. Hein, c'est de Moucher, je crois, elle s'appelait l'historienne qui avait fait le- non, elle s'appelait Christelle Mouchard, voilà. Christelle Mouchard, et ça s'appelait Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret. Et quand j'avais lu cette bio, déjà j'avais fait connaissance avec Gertrude, hein, qui est une grande femme du XXe siècle, de la fin du XIXe, pour ceux qui ne savent pas, hein, comme je l'ai dit, aventurière, archéologue, agent secret. En fait, c'est une Anglaise, une lady, une aristocrate incroyablement riche, parce que son père et son grand-père avaient fait fortune dans les mines de charbon, et donc dans l'industrie naissante. Et en fait, elle a participé à la création, après la Première Guerre mondiale, de l'Irak et de la Jordanie. Elle a connu Laurence d'Arabie. Elle a participé aux grands jeux. Et elle est peu connue en France. Et bon, depuis quelques années, justement, il commence à avoir pas mal de livres qui sont traduits euh, sur elle. Et là, c'est un écrivain français, parce que notre ami Olivier Guèze, si on lit le quatrième de couverture, est un romancier, essayiste, ancien journaliste, et notamment auteur de La disparition de Joseph Mengele. Il a reçu le César allemand du meilleur scénario pour le film Fritz Bauer, un héros allemand. Et donc là, pour une fois, c'est un Français qui a écrit ça, apparemment. Ou peut-être non, peut-être que c'est un Allemand, je sais pas. Il a eu le prix Renaudot, en tout cas, pour la disparition de Joseph Mengele. Et en fait, pourquoi donc je l'ai lu? Parce que en le feuilletant comme ça, je me suis rendu compte que c'était sur Miss Bell. Et pour une fois, c'était un roman, en fait. Enfin, un roman. Pas vraiment, hein. C'est un, un procédé assez classique qu'il a pris. C'est des chapitres avec à chaque fois une date. Par exemple, ça commence en 1916 et un chapitre sur deux, en fait, ça suit de 1916 à la mort de Bell 10 ans plus tard, et un chapitre sur deux, ça reprend, je crois, genre en 1899, un truc comme ça, ou 1903 ou 4, la jeunesse de Bell, puis après ça se rejoint en fait. Et donc pourquoi j'ai lu ça alors que j'avais déjà lu une bio de Bell et que j'en avais fait un podcast? Tout simplement parce que dans la bio que j'avais lu précédemment, bien qu'elle soit édifiante à certains points égards, je trouvais qu'il y avait pas mal de zones d'ombre en fait qui étaient en fait qui restaient dans l'ombre. Et justement alors ça va paraître un peu anodin, mais il y avait tout le côté justement sentimental de sa vie qui était à peine effleuré, parce que souvent ensuite quand j'avais fait des recherches sur elle, euh, c'était éludé. On nous faisait comprendre que elle avait eu un ou deux grands amours dans sa vie qui s'étaient jamais réalisés, et qu'en gros elle était morte sans jamais avoir de relation avec personne, et que c'était une immense tristesse en fait. Qu'une femme qui est tant accomplie, en réalité elle avait pas réussi ce que tout être humain cherche dans sa vie. Et il y avait aussi le fait que ça passait un peu vite sur le rôle justement qu'elle avait eu au sein de l'Intelligence Service et au sein du bureau du Caire euh, anglais, et le rôle qu'elle a joué, parce qu'on se rappelle tous maintenant de Laurence d'Arabie, parce que justement à sa mort il y a eu son livre qui a été édité, Cette piliers de la sagesse, et qu'à un moment donné il était devenu une superstar euh, dans les années justement d'après-guerre, parce que il avait participé au traité de Versailles, à la conférence de la paix avec celui qui allait devenir le roi Faisal d'Irak justement, et c'était devenu un peu la coqueluche euh,
du monde de la géopolitique d'après la Première Guerre mondiale, et il n'y avait que les vrais connaisseurs qui savaient quel rôle avait joué Bell en réalité, plus que Laurence d'Arabie pour la construction de ce pays en fait. Et donc Guez, là, avec son Mésopotamia, je trouve qu'il a bien creusé ça. Alors, il y a ça c'est le côté positif. Le côté négatif, je trouve que parfois il y a quelques approximations, ou parfois il y a certaines choses qui traînent un peu par-dessus la jambe, ou justement quand on a déjà lu un peu sur elle, on a peut-être des fois l'impression qu'il brode, justement, qu'il romance. Mais on ne peut pas lui reprocher puisque c'est un roman. Mais il y a des fois où on a l'impression que il donne plus sa version que la version. Mais en tout cas, ce que je lui reconnais à Guez, c'est que par exemple ça commence en 1916, en pleine guerre, donc Première Guerre mondiale, et que ça commence à Bassora. Et moi c'est ça en fait qui m'a fait rentrer dans le livre, c'est que généralement quand on aborde la Première Guerre mondiale, on parle des tranchées, on parle de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, parfois un peu du front de l'Est, et puis ça s'arrête là. Pour les meilleurs, enfin pour ceux qui vont un peu plus loin, on parle parfois de Gallipoli et de la débâcle du débarquement de Churchill là-bas en Turquie, et parfois des escarmouches qu'il y a eu même après l'armistice dans tout ce qui était l'ex-empire tsariste. Mais souvent c'est juste saupoudré. Par exemple dans le film Captain Conan, hein, c'était Tavernier je crois. Bah justement on parle d'une brigade de l'armée française qui est dans les Balkans en fait et qui continue la guerre bien longtemps après l'armistice. Et donc là par exemple ça commence à Bassora et ça nous explique en fait comment les Anglais ont géré le côté asiatique de la guerre, parce que on oublie souvent que l'Empire ottoman n'était pas encore mort à l'époque et qu'il était allié de l'Allemagne, et que l'Angleterre depuis longtemps avait des visées sur tout le Moyen-Orient parce que ça lui aurait permis de relier justement une partie de son empire, à savoir l'Égypte, à la perle de l'empire, à savoir l'Inde. Et bien qu'il restait encore ce qui était encore la Perse à l'époque entre les deux, la Perse était quasiment sous mandat anglais, donc c'était pas très grave qu'elle soit pas colonisée de facto. Mais c'était important pour eux de réussir à gagner le plus de terrain en Orient, notamment depuis le fait justement qu'ils avaient découvert des champs pétrolifères à Bassora et à Mossoul, et que c'était les prémices du boom industriel du pétrole et bah, de ce que ça allait devenir ensuite pour le XXe siècle, quoi, le pétrole et le fait que ceux qui détenaient les champs de pétrole détenaient le monde. Et justement, dans les accords Sykes-Picot, justement, après la Première Guerre mondiale, quand les Français et les Anglais se sont partagés le Moyen-Orient, les Anglais ont tout fait pour obtenir les champs pétrolifères de l'Irak, et ils ont réussi à les avoir. Et donc au début, Guez, il nous décrit, en fait, déjà tout le jeu que les Anglais avaient avant-guerre pour essayer de s'implanter là et de faire des alliances, bon, déjà en Perse, et ensuite d'essayer de négocier avec les tribus bédouines et de voir s'ils pouvaient aussi faire un peu du travail de sape chez les Ottomans, qui bien sûr était le grand homme malade de l'Europe depuis le 19e siècle. Et donc ils s'apprêtaient vraiment à dépecer l'Empire ottoman. Et c'est ce qui s'est passé ensuite à la fin de la guerre, puisque comme ils faisaient partie des perdants, bah ça a été la fin. Et il ne restait plus ensuite que la Turquie d'Atatürk qui s'est relevée des décombres, et de force en plus, parce que justement toutes les nations européennes quasiment ont essayé de se partager le cadavre de la Turquie, et c'est juste grâce à la volonté d'Atatürk et à la résistance qu'il a su opposer aux Européens, qu'il a su garder au moins juste ce qui est la Turquie aujourd'hui. Et donc Guez au début il nous fait tout un récapitulatif des opérations anglaises, euh, l'espèce de débarquement qu'ils ont fait dans le Golfe Persique, le fait qu'ils ont essayé d'envahir déjà justement Bassora, Mossoul,
et ensuite Bagdad, et qu'en fait ils se sont cassés les dents, malgré le fait qu'ils pensaient, qu'ils méprisaient les Turcs. En fait ils les appelaient Johnny Turk, et ils pensaient que c'était des militaires de bas étage, mais finalement pendant plus de 2 ans ils se sont cassés les dents sur une espèce de forteresse qui était à mi-chemin entre le Golfe et Bagdad, et ils mettront quasiment toute la guerre pour arriver à Bagdad. Et ça, par exemple, c'est une histoire qu'on n'aborde jamais. De l'autre côté, si on voit le côté méditerranéen, comme je le disais tout à l'heure, la seule chose dont on entend parler, c'est les espèces de débarquements foireux de Churchill dans les Dardanelles, là, justement à Gallipoli, où il pensait qu'il arriverait, par un coup de force comme ça, à débarquer en Turquie et à prendre l'Allemagne par derrière, en fait, par revers. Et encore une fois, bah, c'était super mal calculé parce que c'était un endroit où il y avait des falaises, un endroit où les Anglais et toutes les forces des Dominions anglais, notamment les Néo-Zélandais et les Australiens, qui avaient été envoyés là, se sont fait massacrer à 90%. Et c'était un échec dont Churchill a eu du mal à se relever euh, dans sa carrière politique ensuite. On lui a reproché longtemps. Et c'était à peu près la seule information qu'on avait sur cette espèce de champ de bataille moyen-oriental. Pareil, on ne savait pas que, comme justement ce qui allait devenir ensuite l'espèce de précaré anglais au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Irak, le nord de l'Arabie et tout ce qui était la Mésopotamie, justement, entre le Tigre et l'Euphrate, ça dépendait en fait de l'administration des Indes. Et par exemple, ils avaient envoyé plein de soldats indiens, vraiment d'origine indienne, et en pensant que c'était le même climat, mais ça avait rien à voir. Ils étaient en chemise en lin ou en coton, en chemisette, et ils se rendaient pas compte en fait que même si c'était désertique, il y avait des écarts de température de fou, et aussi c'était marécageux au possible, et il y avait la malaria, il y avait des problèmes d'insalubrité, ils mouraient quasiment plus de justement des conditions climatiques et d'hygiène que en se battant réellement contre les Turcs. Et donc au début, pendant quelques chapitres, on a tout ce descriptif d'espèce de pataugement de l'administration et de l'armée anglaise au Moyen-Orient. Et c'est une chose qu'on ne connaît pas. Et pareil, on voit aussi les jeux de pouvoir entre les différentes administrations, parce que comme à l'époque, l'Empire anglais était le plus grand du monde, et bah, c'était divisé en zones d'influence. Il y avait l'administration des Indes, celle du Caire, il y avait ce qui était devenu les Dominions, justement, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et en réalité, il y avait des bisbilles entre, par exemple, le vice-roi des Indes, qui était bah, justement quasiment le personnage le plus important après le roi, et les administrateurs coloniaux. Et ça a créé beaucoup de tort en fait à la gestion de cette région, sans compter qu'après-guerre, justement, comme je vous le disais, maintenant c'est devenu célèbre, ce qu'on appelait les accords Sykes-Picot. Sykes et Picot, c'était les négociateurs anglais et français qui déjà avant-guerre s'étaient préparés à découper le Moyen-Orient entre eux s'ils obtenaient la victoire. C'est aussi le moment où ils avaient promis euh, aux Kurdes un État indépendant, où ils avaient promis un foyer sioniste aux premiers colons de ce qui allait devenir ensuite Israël. C'est ensuite le moment où il y a eu un mandat anglais sur la Palestine, justement. Et donc, en fait, c'était beaucoup, beaucoup de négociations avec tout le monde, juste histoire d'avoir le soutien de plus de gens possible pour mettre à terre l'Empire ottoman. Par exemple, justement, ces fameux Arabes qui a conduit Laurence d'Arabie jusqu'à Damas, euh, parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite n'était pas encore totalement conquise par la famille saoud, et elle était divisée justement entre, on va dire, une partie centrale et est qui était sous le contrôle des Saouds, mais tout ce qu'on appelle le Hejaz, là, où il y a la Mecque et Médine, c'était encore contrôlé par ce qu'on appelait les shérifs de la Mecque, et qui était la famille hachémite, une dynastie qui était là depuis assez longtemps. Et donc il y avait le père qui s'appelait Hussein, et qui avait plusieurs fils, dont Faisal et Abdallah, qui deviendront chacun, un le roi d'Irak et l'autre le roi de Jordanie. Et donc Laurence là, avait réussi à s'en faire des alliés
et à les convaincre de mener une guérilla contre les Turcs, et ce qui a marché parce qu'ils ont réussi à monter jusqu'à Damas, donc, et à prendre Damas. Et à l'époque, on avait promis à Faisal, un des deux fils, donc, un royaume qui engloberait la Syrie, la Palestine, le Liban, et même ce qui est aujourd'hui l'Irak, sans compter une partie de l'Arabie qui était déjà sous le contrôle de sa famille. Bien sûr, les Anglais n'avaient pas du tout l'intention de tenir ces engagements, puisqu'ils s'étaient arrangés avec les Français pour diviser le terrain ensuite. Et donc on a tout ça. On a euh, toutes ces négociations et tous ces coups de Trafalgar, justement, c'est le cas de le dire, entre eux. Et on a le rôle que joue Gertrude Bell dedans. Parce que, en réalité, elle a joué un grand rôle dans le fait, par exemple, que ce soit Faisal qui soit devenu euh, le roi de ce qui est devenu l'Irak, euh, que, alors que c'était pas joué d'avance, euh, que son frère ait quand même obtenu lui aussi un royaume dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, euh, les allers-retours qu'elle a fait entre justement l'Europe et le Moyen-Orient pendant des années. Elle a même participé justement aux conférences pour la paix, aux traités, parce que Churchill s'était rendu compte au bout d'un moment que c'était elle qui avait la plus grande connaissance et des peuples et des tribus et de la géographie, parce qu'elle avait arpenté pendant 30 ans ce désert arabe. Et on voit justement pourquoi. Moi, je m'étais toujours posé la question, parce que dans toutes les autres biographies, on voit une photo qui est devenue célèbre, où on voit tous ces gens-là, Churchill, les négociateurs anglais, Laurence d'Arabie, et elle, au bas des pyramides, en Égypte. Il y a une photo, et je crois qu'il y a aussi Faisal, et c'est la seule femme, et ils sont tous souriants là. Et en fait, je me disais, mais comment elle avait réussi à faire partie de ce monde d'hommes déjà, et de tous ces décideurs à ce moment précis. Et justement, dans le livre, on a l'explication de dire pourquoi c'était en Égypte, que faisait Churchill à ce moment-là, à cet endroit, et comment elle avait réussi à obtenir une position centrale dans les négociations du Moyen-Orient, alors que 80% de l'establishment anglais la considérait comme une emmerdeuse et ne voulait pas d'elle. Et l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle avait des alliés, par exemple, comme Sir Percy Cox, qui était justement un administrateur des Indes, qui était venu gérer ce qu'allait devenir l'Irak, et qui avait compris en fait la valeur de cette femme, et qui était devenu son allié. Et aussi des gens comme Laurence, et ensuite Churchill, par exemple. Et donc, ça, je l'avais effleuré dans le premier podcast, mais j'avais jamais. Pourtant, j'avais lu d'autres bouquins aussi sur elle, mais je m'étais dit c'était bon, j'avais déjà fait un podcast sur une biographie, j'allais pas en faire pour chaque biographie que je lisais. Mais c'était compliqué d'avoir vraiment les tenants, les aboutissants, et parfois c'était juste avec des articles sur Wikipédia ou des choses comme ça que j'arrivais à gratter un peu. Mais là, je dois dire que même en lisant la bibliographie qui est à la fin du livre, on peut rien dire quoi. Il a lu toute la correspondance de Belle, et là on peut rien dire. Elle a passé sa vie à écrire, que ce soit à sa famille, que ce soit à l'administration anglaise, que ce soit à ses amours, que ce soit, enfin, juste avec sa correspondance, on a une tonne d'informations, et ensuite bien sûr toutes les bios qui ont été écrites sur elle, sans compter les correspondances de ses connaissances à elle. Donc il a quand même fait un boulot monstrueux. Et ce qui nous amène au deuxième pan, que je trouve intéressant dans cette bio, c'est en fait sa vie privée. Alors bien sûr, c'est pas dans un esprit voyeuriste que je m'intéresse à ces aventures. C'est juste parce que, pareil, quand on lit ses biographies, on comprend pas réellement pourquoi elle est restée seule toute sa vie. Parce que, alors bien sûr, il y a le côté, elle avait rien à voir avec les femmes de son époque. C'est une des premières femmes à avoir été diplômée d'Oxford. C'était une lady. euh, alors après, les opinions divergent sur sa beauté. Selon certains, c'était une beauté flamboyante, une rousse incendiaire,
qui faisait tourner les têtes, et selon d'autres, c'était une femme qui avait un physique qui n'était pas très avantageux en réalité, qui avait le nez trop long, la poitrine trop plate, les hanches trop larges, les jambes trop longues. On saura jamais vraiment. Les deux trois photos qu'on a d'elle, c'est vrai qu'elle lui rendent pas trop honneur, mais en même temps, il y avait des canons, des critères de beauté assez différents d'aujourd'hui à l'époque. Toujours est-il que on sait tout de même qu'elle avait un certain, au moins pendant sa jeunesse, parce que justement, à partir de la guerre, tout le monde s'accorde sur le fait qu'elle a vieilli un peu prématurément, parce que bon, elle a, déjà elle est tombée malade plusieurs fois en Irak, et en fait ça l'a mangé aussi tout le stress de ces négociations, et ces échecs amoureux l'ont un peu fait vieillir prématurément justement. Mais donc tout ça pour dire que en tout cas, à la base, au départ, c'était un sacré parti. Et donc, elle est fille d'aristocrate, immensément riche pour l'époque, ce qui lui a permis justement de pouvoir voyager toute sa vie et de jamais travailler. Comme je vous le disais, elle est en même temps intellectuellement quasiment surdouée, parce qu'elle m'a rappelé un peu Richard Burton, parce qu'elle savait parler plusieurs langues. Euh, Ça a été une des premières archéologues professionnelles. Elle a découvert plein de sites au Moyen-Orient. Elle a financé aussi des fouilles. Euh, Elle avait aussi une capacité de stratège un peu, justement, en ce qui concernait les relations, surtout du monde arabe, quoi, intertribal. Elle a compris longtemps avant l'establishment anglais comment fonctionnait en fait le monde de cette péninsule arabique, qui était méprisée en réalité par la hiérarchie britannique. Et elle parlait persan aussi. Et donc, le fait que dans sa jeunesse, elle fasse partie de cette haute société, que elle était issue d'une famille immensément riche, de toute façon, il y avait plein de prétendants. Le problème, c'est que comme elle était déjà plus expérimentée du fait de ses voyages en matière de politique, par exemple, ou d'économie, d'histoire, en fait, elle avait du mal à ne pas s'ennuyer avec ses prétendants. Parce qu'à l'époque, un Anglaise qui voulait d'une lady, c'était en gros qu'elle s'occupe de son domaine et de ses enfants et qu'elle n'ait pas trop de discussions en fait. Donc très vite, elle a eu la réputation d'être chiante. Et ensuite, quand elle a connu quelques émois avec justement un employé qui n'était pas de son rang, mais de l'ambassade anglaise en Perse, un mec qui s'appelait Cadogan, elle a essayé en fait de le faire adouber par son père, qui au début lui a refusé, parce qu'il estimait, il avait fait des recherches sur lui, et en gros il avait quelques dettes de jeu, et il n'était pas très sérieux, mais elle était follement amoureuse de lui, et elle avait réussi à admettre à son père que si il réglait ses problèmes et qu'il se montrait sérieux, en gros il aurait peut-être une chance de- d'arriver à ses fins. Malheureusement il est mort. Il était tombé dans une rivière, je crois, pendant une mission, et est mort de pneumonie. Ça l'a pas mal anéanti. Et ensuite, elle a connu des années après, un colonel. Alors lui, c'était vraiment un pont de l'administration anglaise, hein. Il a été consul je sais pas, au Soudan, en Inde, euh, en Albanie. Euh, il a fait la guerre aussi. Enfin, il a mené plusieurs guerres coloniales, et ensuite il s'était engagé dans la première guerre. Là, justement, il a participé à Gallipoli et il est mort là-bas. Le problème, en fait, c'était qu'il était marié. Et que même si lui aussi apparemment était vraiment tombé amoureux d'elle, en fait les deux étaient quand même attachés au principe euh, du fait qu'il fallait pas tromper, qu'il fallait pas commettre l'adultère, et ils s'y sont tenus. Et le problème, c'est que à force d'essayer de convaincre cet homme de divorcer, enfin bref, de mener une vie à deux, encore pareil, elle y était presque arrivée apparemment, mais il est mort dans ce débarquement fameux à Gallipoli. Et donc en fait,
ça l'a tué, quoi. C'était les deux seuls mecs qu'elle avait aimés dans sa vie, et ça, à chaque fois, ils sont morts. Et en fait, comme dans le bouquin, il creuse bien ces relations. Alors, c'est là pareil, je sais qu'il s'est inspiré vraiment de la correspondance qu'elle a eue avec ces deux hommes, et même que ces deux hommes ont eu avec d'autres. Et donc, il a fait des recoupements, en fait. Donc, je sais pas quelle est la part réelle de romance, enfin, de ce qu'il a inventé en plus, mais ça paraît assez crédible, en fait, comme relation, les deux. Et en tout cas, pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la vie de Belle et pourquoi elle a fini comme la grande dame de Bagdad, comme on dit, et qu'elle finalement s'occupait juste du musée et que elle avait personne dans sa vie et qu'elle est morte vraiment seule. Bah, ça explique plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, ce bouquin, il m'a assez vite attrapé et que je l'ai lu, je l'ai mangé euh, très vite aussi et que ça a été un super complément à la bio dont je vous avais parlé. Je sais plus quand d'ailleurs, ça doit faire quelques mois. Ouais, je regarde un peu là sur la plateforme là, au chat, là, et je vois que ouais, ça fait longtemps quand même. Enfin bref, euh, c'était une surprise pour moi ce livre et j'ai décidé de la partager avec vous. Donc j'espère que je vous ai pas ennuyé, parce que là je l'ai fait vraiment à la fin de la lecture du livre et limite en mode discussion. Alors j'ai peut-être été un peu soporifique parce que comme d'hab il est 4 heures du mat. Mais comme c'est un bouquin qui est sorti là, alors attendez, je regarde la date, il est de... Ouais, ça fait un an, d'août 2024. Et donc il est dispo, il est facile à trouver et il se lit peut-être plus facilement qu'une biographie un peu plus aride. En tout cas, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans le podcast sur la bio, c'est quand même un personnage hors norme, cette Gertrude Bell. Elle a marqué son époque et même si elle s'est fait voler la vedette par son ami Laurence, euh, bah justement, ça revient un petit peu cet intérêt sur sa vie, puisqu'en quelques années, il y a eu au moins 4 ou 5 livres de traduits sur elle, plus celui-ci euh, en France. Et justement, on parle souvent du fait que les femmes ont été oubliées dans l'histoire. Bah, elle mérite qu'on se rappelle d'elle, cette Gertrude Bell. Elle a fait partie de toutes ces Anglaises folles là, du début du siècle, comme les Alexandra David Neal, ou l'autre là, Ella Maillard, ou Anna Conti, ou l'autre qu'on appelait Anna d'Arabie. Il y a eu toute une équipée là, d'anglaises entre la fin, à cheval sur le début du XXe siècle, quoi, la fin du XIXe, début du XXe, qui ont eu des vies hors du commun et qui ont été des aventurières au moins égales à tous les hommes dont on a entendu parler pendant ces périodes. Et elles méritent d'être connues. Donc pareil, hein, celle dont je vous ai parlé là, Ella Maillard, Anna Darabi, Anna Conti, bien sûr Alexandra David Neal. Si vous tombez, elles en plus elles ont écrit. Gertrude Bell aussi, elle a écrit en français. On a une traduction, ça s'appelle En Syrie, et parce qu'elle a écrit plein de bouquins sur ses voyages. Mais en français, on en a un qui s'appelle En Syrie, c'est pas mal du tout. Et là, au moins, on a son. J'ai fait tomber mon livre. Elle a, on a sa voix à elle. Donc si ça vous donne envie de creuser un peu le sujet, il y a ça. Et donc sinon toutes les autres, elles ont écrit aussi des relations de leur voyage. Et c'est super intéressant, c'est passionnant. Et ça montre aussi un monde qui a totalement disparu. Là, dernièrement, je vous ai remis un podcast que j'avais fait il y a un an qui s'appelle Bête, Homme et Dieu, là, qui parlait d'Osendeski, là, un mec en Mongolie, au Tibet, là. Bah, c'est à peu près du même tenant, par exemple, Ella Maillard ou Alexandra David Neal. C'est des aventures incroyables. On pourrait même ne pas y croire si on n'avait pas la preuve que ça avait existé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai relu un tout petit livre qui était une relation, une espèce de correspondance, d'interview entre euh, ah, Ella Maillard et l'autre dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps aussi, je vais me rappeler son nom, et Nicolas Bouvier. Vous savez, je vous ai fait aussi un podcast sur lui et ses, ses fameuses aventures. Et donc là, c'était incroyable, deux aventuriers qui se répondaient l'un l'autre. C'était un tout petit bouquin, je me rappelle plus la collection, je vous en parlerai, mais en tout cas,
Ça m'a rappelé qu'il y avait toute une génération comme ça, des derniers grands explorateurs et aventuriers du siècle. Et bien sûr, c'est plus possible parce que maintenant on a quasiment tout découvert. Donc, ça nous montre un instantané du monde d'il y a à peu près un siècle. Un monde perdu à jamais. Donc, mangez des livres, d'aventuriers en crinoline, comme on disait. À bientôt les mangeurs de livres, j'espère que ça vous a plu.